Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous recevons aujourd'hui pour la deuxième fois André Bellon, que nous avions reçu dans le cadre des émissions préparatoires au septième rassemblement de la coalition citoyenne qui a eu lieu le week-end dernier à Morales, où l'association pour une constituante avait été représentée. Nous aurons d'ailleurs cette semaine une émission de débriefing ou de retour de la part des organisateurs, à savoir Renaud Alquier et Thomas Brun, qui gentiment avaient mis le château à la disposition des démocrates. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rencontre avec André Bellon, qui a duré plus d'une heure la dernière fois, et nous avions pas réussi à terminer notre entretien. C'est pour ça que j'ai, avec grand honneur, la joie de le recevoir pour une deuxième fois aujourd'hui, afin de réfléchir, puisque André Bellon est un personnage un petit peu à part, on va dire, au sein des démocrates dans lequel nous officions, puisqu'il est en même temps un vrai et certain démocrate, il l'a démontré, puisqu'il a été aussi député, donc parlementaire de la nation, puisqu'il réfléchit aussi pour une amélioration de la République, puisque c'est un vrai républicain, comme on pourrait éventuellement parfois dans le monde démocrate en décrier, puisque certains appellent de leur vœu une forme de fin de la représentativité. Et André Bellon a donc, hormis son parcours politique, de nombreux écrits et surtout un travail de longue haleine, très construit, sur une nouvelle constituante à travers son association, donc l'APUC, comme on peut le voir sur la vignette, Association pour une constituante. André Bellon, bonjour, comment allez-vous? Et bonjour à tous et à toutes. Et à toutes, oui, comme on dit maintenant, hein, il ne faut pas oublier l'inclusion, c'est important. Alors je voudrais démarrer cette émission de réflexion qui change un petit peu des formats habituels que nous avons en général organisés, puisque on se laisse le droit librement, à travers quelques jalons que vous avez semés afin de préparer un petit peu cette émission, de sortir un peu des sentiers battus, je disais, car vous êtes, encore une fois, dans la façon dont vous réfléchissez, quelqu'un qui, de par son expérience, doit être écouté et entendu surtout, puisqu'il me semble que votre vision du monde qui nous entoure, de la politique, du gouvernement, du parlementarisme actuel, est quelque chose qui peut rester encore d'actualité et dans un futur, on dira, peut-être épanoui. Alors avant de partir et de semer quelques graines ensemble, dans cette seconde émission, il y en aura-t-il une troisième? Nous verrons bien en fonction du temps qui nous est imparti. 50 minutes, pas plus, dans ce format-là. Je voudrais qu'on revienne sur une question que nous étions posés ensemble et où vous avez affirmé, par rapport au positionnement du tirage au sort, donc c'est un secret pour personne, maintenant vous êtes farouchement opposé, vous pourrez nous rappeler pourquoi vous êtes opposé au tirage au sort, mais vous nous aviez dit que, d'après vous, dans un panel représentatif où on a respecté la méthodologie de tirage au sort, on ne rentrera pas dans le détail technique parce que cela n'intéressera pas grand monde, vous pensiez et vous affirmiez que les courants politiques, même si le tirage au sort pouvait être représentatif au niveau sociétal, socio, éducatif parfois, mais aussi dans les catégories socio-professionnelles, et ainsi que dans les tranches d'âge, et aussi pour la parité, vous pensiez que ce n'était pas révélateur et de la réalité des courants politiques. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, André,
Commencez par nous expliquer pourquoi vous êtes farouchement opposé au tirage au sort et pourquoi vous pensez que le tirage au sort fait dans les règles de l'art ne serait pas représentatif des mouvements politiques dans le cadre donc notamment de sondages, de votations ou de consultations d'opinion. Alors, c'est une vaste question, et d'autant plus vaste que j'ai quand même le sentiment que, du moins à l'heure où nous parlons, je ne suis pas franchement en majorité, et qu'il y a toute une classe dirigeante qui a trouvé ce nouveau truc. Oh, excusez-moi. C'est pénible. Que la classe dirigeante a retrouvé ce nouveau truc qui lui permet, d'une certaine façon, et enfin je le développerai, mais de contrôler les citoyens tout en faisant semblant de les écouter. Alors, vous disiez représentatif. Si vous faites, je ne sais pas moi, un panel, hein, en fonction d'un critère, alors mettons les catégories socio-professionnelles. Bon, il y a deux questions qui se posent inévitablement. Premièrement, en quoi la nomenclature qui a été utilisée, les catégories socio-professionnelles, mais on pourrait dire la même chose sur les statistiques d'entreprise, par exemple. Est-ce que ces nomenclatures sont justes, vraies, incontestables, ou est-ce que, comme le pense d'ailleurs un certain nombre de gens à l'INSEE, elles sont inévitablement un petit peu idéologiques? Si ça vous intéresse, j'ai quelque part, je vous l'enverrai si vous voulez, un article qui a été fait justement par des administrateurs de l'INSEE, mais il y a un certain temps là pour le coup, sur l'idéologie des nomenclatures d'entreprise. Voilà. Elles sont pas vraies par nature. Elles et cette conception a été faite, a été mise en œuvre par des gens qui ont décidé que c'était la bonne. Bon. Deuxième chose, si vous prenez des gens en fonction de ces catégories, donc tirés au sort dans les différents tiroirs de la nomenclature, vous avez une représentation en fonction de la nomenclature. Donc vous avez une représentation des CSP. Vous n'avez pas une représentation de la vie politique. Les CSP n'ont rien à voir avec la vie politique. Cette idée que par nature, un citoyen est déterminé par le fait qu'il est ouvrier, cadre, ingénieur, subordonné ou je ne sais trop quoi, non. La vie politique, c'est un choix individuel qui, à mon avis, ne peut se traduire, si vous vouliez le faire par sondage. Hein. Le seul sondage absolu, c'est l'élection. Ça, c'est un sondage. Alors ça, donc, pour moi, la vie politique ne peut être représentée que par l'ensemble des citoyens qui expriment leur volonté, leurs désirs, leurs aspirations d'une façon honnête, globale et contrôlée. Parce qu'alors là, il y a beaucoup à dire sur la vie politique aujourd'hui et la manière dont les élus sont élus. Bon. Donc, tout le monde. Après, si vous prenez des gens tirés au sort, comme en plus, soit dit en passant, dans les conventions dites citoyennes, ils sont encadrés par des experts qui, comme par hasard, influent sur le résultat. Bon, écoutez, oui, si ça fait plaisir à certains de penser que du coup on a associé les citoyens, je ne pense pas que dans l'avenir ça ne va pas poser des problèmes, des crises fondamentales. Les citoyens, ils souhaitent qu'on les consulte et qu'on les respecte et qu'on écoute réellement ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils souhaitent. Il y a un autre problème. Je pense que vous avez un micro d'ouvert qui fait une interférence, André, non?
J'ai fermé le téléphone, justement. D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a rien. C'est pas grave. Il doit y avoir il y a un phénomène de retour, mais c'est pas grave. Je voulais vous interrompre. Oui, je vous en prie. Il est évident, et ça je l'entends complètement. Alors encore une fois, je me fais pas ni l'avocat du diable ni de parti pris. J'essaye juste de comprendre votre position en tant que spécialiste de l'INSEE. D'ailleurs, ça m'intéresserait que vous nous donniez les liens que je mettrai en dessous la vidéo pour que les gens puissent avoir les ressources dont vous parlez, notamment cette fameuse statistique et cet article sur les CSP. Alors, attendez, Vous avez tout... attendez. Justement, il se trouve que c'est pas sur le CSP, c'est sur les statistiques d'entreprise. D'entreprise, oui, Et pardon. la des entreprises, pourquoi celle-là et pas une autre? Tout à fait. Alors, ce que vous êtes en train de dire, on l'entend complètement, puisque si on segmentise un panel, si on zoome et que l'on prend une catégorie socio-professionnelle, il est évident qu'à l'intérieur de cette catégorie socio-professionnelle, on va retrouver des grandes tendances, mais qui ne sont pas forcément préétablies, comme vous l'avez dit, en fonction du statut d'ouvrier, de chef d'entreprise, même si on aurait quand même tendance à croire qu'un ouvrier et un chef d'entreprise ont a priori sur les tendances politiques des directions un petit peu opposées. Mais là-dessus, c'est pas forcément acquis, je l'entends bien. On avait fait mais la question qui... le temps sur oui. le vote des militants CGT. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelque chose qui était plus fort que d'autres, bien entendu. Bon. Mais on avait plutôt des surprises parfois. Alors, la vraie question, c'est pas forcément celle-ci. La question est de dire, de la même manière que vous avez relevé à juste titre que les conventions citoyennes, si elles ne sont pas faites dans les règles de l'art, hein, quand on voit par exemple les travaux de Jacques Testard, on peut quand même, et qu'on voit les résultats et les méthodologies, à partir du moment où une forme de temporalité est exercée, que l'on met en scène les débats de façon objective, que les sachants, entre guillemets, ou les experts, entre guillemets, soient d'opinions opposées, divergentes, mais aussi parfois convergentes, si on laisse les débats s'effectuer correctement, on peut quand même penser qu'une convention citoyenne peut être le reflet de une certaine forme de vérité, ou du moins de la vérité du moment sur le panel choisi. Mais la question, c'est le tirage au sort. Un vrai tirage au sort ne tient pas compte des catégories ou des statistiques qu'on appelle en grappe ou par segment. Et donc, normalement, si le tirage au sort est fait correctement, d'après les statistiques dans un échantillon représentatif allant au moins de 1000 à 10 000 personnes, sans faire aucune panélisation initiale et sans faire de choix, comment vous arrivez aussi à dire qu'il n'est pas représentatif des mouvements politiques? C'est là où j'aimerais que vous précisiez votre pensée. D'abord, j'aime beaucoup panélisation. C'est très joli, je l'aurais. Panélisation, ma langue a fourché, vous avez raison. Panélisation, excusez-moi. Panel, non. Oui. On en invente tous les jours, hein. Je suis navré. Hein. Je ne sais pas ce que c'est la vérité politique. Je pense que c'est un concept qui n'existe pas. Hein. La seule vérité politique, c'est l'expression des citoyens. En démocratie. Dans un système totalitaire, ça s'exprime autrement, effectivement. Les citoyens, ils s'expriment, ils doivent s'exprimer tous. Je ne comprends absolument pas ce besoin qu'on a de trouver quelque chose qui, parce que le suffrage universel aujourd'hui aboutit à une représentation qui n'est plus reconnue comme représentative,
Ça, c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi on va trouver un truc qui est encore moins représentatif. La vraie question, ce n'est pas celle-là. La vraie question, c'est comment faire en sorte que le suffrage universel donne un résultat qui exprime réellement ce que souhaitent les citoyens. Et ça pose des tas de problèmes. Le premier d'ailleurs, et celui-là évidemment personne ne veut le poser, c'est est-ce que les partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui, dans leur ensemble, représentent l'ensemble des courants de pensée de la société. C'est pas évident. Bien sûr que non. Non. Donc, il y a un problème des partis. Il y a un problème, ensuite, une fois qu'il y a eu élection, à supposer que les partis sont représentatifs, etc., quel est le contrôle des citoyens sur leur représentation? Pour moi, la démocratie, je comprends très bien ceux qui disent qu'il ne faut pas de représentants du tout. Je ne suis pas sûr de très bien voir comment ça va s'organiser, parce que bon, on ne va pas faire des référendums tous les jours, on va pas. Mais moi, je suis assez pour qu'il y ait des référendums, en tout cas sur les problèmes essentiels. Je remarque que je connais des gens qui sont des fans du tirage au sort, qui m'ont expliqué qu'en 2005, la vraie question, vous savez, le traité constitutionnel européen, la vraie question, c'est qu'il ne fallait pas faire de référendum. C'est pas un hasard s'ils sont sur ces deux positions. Réfléchissez-y. Donc, je comprends très bien qu'il doit y avoir une démocratie directe un peu plus sérieuse. Donc, réfléchissons-y ça. Et s'il y a des représentants, parce qu'il y a besoin de gérer le quotidien, parce qu'il y a besoin, etc., donc, il faut qu'ils soient l'émanation du peuple. Et donc, le problème, c'est pas de savoir s'ils sont d'une telle. Le problème fondamental n'est pas d'abord comment ils sont désignés, c'est est-ce qu'ils ont un mandat. En démocratie, un représentant a un mandat. Il en est comptable devant ses mandataires. Bon, ce qu'on peut dire d'avance, en toute hypothèse, un tiré au sort, il a peut-être toutes les qualités de la terre que vous voulez, mais il n'a pas de mandat. Puisqu'il est tiré au sort. Bon. Il n'a aucun mandat. Après, il va causer avec des experts, bon, très bien, mais je ne vois pas en quoi il est responsable devant ses mandataires. Donc, la question, c'est comment revaloriser le mandat. Ça, c'est une chose importante et qui pose, comme je le disais, la question des partis politiques. Sont-ils représentatifs? Faut-il les voir autrement? Comment sont-ils financés? Est-ce que le financement empêche qu'il y ait d'autres partis qui émergent? Enfin, toutes les questions qui courent actuellement. Bon. Autre question, c'est est-ce que les élus, alors là, je connais un peu quand même, sont, je dirais, libres? Parce que on dit toujours qu'il faudrait un mandat impératif. C'est une vraie question. Enfin, il y a un mandat impératif pour les députés. C'est par rapport à leur parti. Ça, ils sont comme... Oui, mais d'accord. Alors, je me permets, encore une fois, excusez-moi, je voudrais qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion. Par rapport au tirage au sort, parce que je vous voyais partir dans une autre direction fort intéressante dans laquelle nous allons aller, bien évidemment, André. Mais les fervents défenseurs du tirage au sort, à commencer par Étienne Chouard, vous répondrez, mais le tirage au sort n'est pas fait pour remplacer la représentativité. Il est fait pour lutter contre la corruption, les conflits d'intérêts, les délits d'initiés et cette incapacité que pourraient avoir éventuellement quelques personnes qui auraient des velléités de contrôle des votes et de l'orientation. On n'est pas sur le tirage au sort dans une démarche, je peux peut-être me tromper, encore une fois, je ne détiens pas la vérité et je ne parle pas au nom d'Étienne Chouard notamment, ou de ceux qui défendent le tirage au sort et qui ont beaucoup plus réfléchi que moi sur le sujet, quoique le tirage au sort n'est pas un problème de la légitimité de la représentation. Le tirage au sort est là pour
maîtriser et évacuer la corruption et tout ce qui pourrait être conflit d'intérêts. Encore une fois, je me répète. En quoi Expliquez-moi pourquoi il n'y aurait pas de corruption, de conflit d'intérêts chez des gens tirés au sort, ou encore plus chez les experts qui les encadrent. Alors tout dépend des modalités. On est bien d'accord. Non mais on est bien d'accord. Mais quand vous regardez le constat, vous faites le même que moi et que beaucoup de gens qui regardent avec atterrement ce qui se passe. On voit bien que la politique est devenue un métier, ce qui n'aurait jamais dû être. On voit bien que les cumuls du mandat empêchent ceux qui sont censés nous représenter de travailler correctement. On voit bien les interactions entre le monde privé, le monde public, quand je dis public, du fonctionnariat ou des hauts fonctionnaires, et le monde de la politique, où ça pantoufle d'un côté en amont ou en aval allègrement. On voit très bien les conflits d'intérêts de toute nature liés à l'argent et à la corruption. Si on pourrait éventuellement corrompre un tiré au sort, hein, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce citoyen tiré au sort, il faudrait peut-être inventer un nouveau nom, d'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de lui trouver un nom. Si on peut corrompre ce tiré au sort à partir du moment où il a été tiré au sort, et jusqu'au moment où il doit prendre sa décision, il y a un laps de temps, il faut effectivement le protéger de toute, entre guillemets, influence. Alors pas d'influence d'idées ou idéologique, quoique, à partir du moment où il est alimenté de façon divergente, on peut estimer qu'il doit être sous influence, mais dans un cadre de débat divergent. Mais en ce qui concerne la corruption, si le tiré au sort, par définition, est inconnu, donc on ne peut pas corrompre une masse inconnue, et si on peut le corrompre pendant son mandat, entre guillemets, de tirer au sort, à nous d'y mettre les conditions pour que cela ne soit pas possible. Je vous rejoins, et d'ailleurs c'est une question que j'avais posée à un moment donné à Étienne dans un de nos échanges, en ce qui concernait les journalistes et les médias. En quoi une multitude de journalistes ne pourrait pas être corrompus, ni compris à la base par rapport à des citoyens journalistes. La corruption peut être à tous les niveaux, on est bien d'accord. Mais vous conviendrez quand même qu'a priori, il est difficile de corrompre quelqu'un qu'on ne connaît pas par définition avant qu'il soit tiré au sort, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas besoin de le corrompre au sens que vous l'entendez. D'abord, on pourrait vous répondre qu'on peut le corrompre une fois qu'on le connaît. Deuxièmement, que les études, parce qu'on a un peu regardé hein, quand même la manière dont étaient tirés au sort. On a remarqué qu'il y avait des cabinets de conseil qui étaient chargés d'explorer un peu qui seraient les meilleurs tirés au sort. Donc, ah oui, mais là vous parlez des conventions citoyennes organisées par le gouvernement. Vous parlez pas de ce que dans l'absolu nous essayons de mettre en place. Écoutez, si oui. Vous avez vu mon dernier article, hein, il y a donc l'idée d'une convention citoyenne mondiale, rien que ça, qui donnerait 106 citoyens, qui donc représenteraient 6 milliards de personnes, c'est une idée intéressante. Et alors, est-ce que je retrouve ça? Si je ne retrouve pas tout de suite. Alors, pendant que vous cherchez, je partage l'article auquel vous faites référence, voilà. Que vous avez mis sur votre site et qui s'appelle « Le piège des conventions citoyennes ». Alors, développez justement. On y vient. Justement, je l'ai retrouvé. C'est donc dans un article du Monde daté du 22, donc la semaine dernière. Alors, ils disent qu'il va y avoir 105 citoyens qui vont représenter l'humanité. Enfin, bon. Et ils disent qu'ils sont en train d'être choisis, parce qu'il y a une association qui guide tout ça. Hein. Bon. Ils sont en train d'être choisis grâce à des organisations locales qui font du porte-à-porte pour trouver des candidats grâce aux profils variés. Disons que le sort s'éloigne un peu.
Oui, oui, oui. On n'est pas dans le, mais on est d'accord. Mais vous avez bien compris que c'est la perversion du système. C'est de Non, se rapproprier des idées pour les pervertir. il ne peut pas être autrement. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui sortent de n'importe où et qui n'ont jamais participé à ça pour dire qu'ils vont représenter la population. Ça n'a aucun sens. Le problème, le problème que vous évoquez et que je partage par contre, et contre lequel nous essayons d'une manière différente de nous battre, il y a perversion du système en général. Je dirais corruption, oui, il y en a des cas de ci, de là. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont tous corrompus, ça me paraît un peu trop facile. Non, non. Et il y a perversion au sens où effectivement la politique, qui était jusqu'à, disons, une date pas trop lointaine, un mandat, et disons une carrière relativement passagère, mais enfin quelque chose où on participait et on agissait. Bon. Devient une profession. C'est-à-dire que la vraie perversion que vous évoquez, c'est pas que les élus sont pervertis, c'est que la manière dont on fait carrière politique ne peut pas empêcher. Il y a de plus en plus de professionnels, des gens qui ont fait que ça. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est contre ce genre de choses qu'il faut lutter. Ça ne peut pas être une profession. Même dans les grandes heures de la Troisième République, qui est un peu la référence dans les milieux républicains, il y avait des carrières politiques. Bon, Clémenceau, Jaurès, bon, c'était pas des professions. Clémenceau, il était médecin. Jaurès, il était professeur de philo et après journaliste. Donc là, on a des gens qui n'ont plus fait que ça et qui dépendent de leur parti. Donc, bien évidemment, où est leur liberté? Donc, il faut réfléchir sur le système tel qu'il est. Après, je laisse de côté la question, faut-il des représentants ou pas, dont j'ai déjà parlé. Hein. Il faut voir jusqu'à quand, il faut le nuancer par une démocratie directe, etc. Mais pour autant qu'il y en ait, c'est d'abord cette question-là qu'il faut poser. C'est quoi les élus? Est-ce qu'ils sont élus des citoyens avec un mandat à la clé, qu'ils doivent respecter en théorie du moins, hein, ou est-ce qu'ils sont les représentants de leur parti? Ce qui biaise complètement la démocratie, complètement. Et le vrai problème, il est là. Et je ressens, mais vous allez me dire que là, je suis méchant, c'est pas gentil, nanana, ok. Mais ce que je ressens, c'est que les conventions citoyennes sont faites, en fait, pour donner un vernis un peu nouveau, pour permettre au système de perdurer. Mais on est tout à fait d'accord sur l'analyse, mon cher André, dans la mesure où, et je le dis souvent, ils en ont fait des pléonasmes, démocratie participative, démocratie consultative. Et les conventions citoyennes, d'ailleurs, la dernière qui fait référence, entre guillemets, c'est la Convention citoyenne pour le climat, adoubée par Cyril Dion, qui donnait d'ailleurs une garantie a priori, hein, puisqu'il avait prêté son image et une forme d'honnêteté, hein, à qui cet homme on ne peut pas lui enlever, mais il s'était porté entre guillemets par la médiatisation garant, et on en a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que les résultats de la Convention citoyenne contre le climat, pour le climat, pardon, ont donné des surprenantes propositions qui, bien entendu, sont laissées lettres mortes. Mais tout le monde savait à l'avance, et on peut être étonné d'ailleurs qu'un personnage comme M. Dion ait donné sa caution, de fait. Tout le monde savait où ça mènerait. On avait déjà eu l'épisode des cahiers de doléances des Gilets jaunes et de cette capacité que nous avons de notre président à parler des heures pour ne rien dire face à des gens qu'il a convoqués et qui parfois on entend bien ça. Qui est-ce qui a caché les cahiers de doléances? Parce qu'au fond, l'idée n'était pas mauvaise. Mais pourquoi les a-t-on laissés dans les cartons, dans les mairies? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas exploités? Bon, on commence à le faire, enfin, des années après.
Alors, on me parlait de Cyril Dion. Bon, je vais pas. C'est jamais un bon exercice de critiquer quelqu'un qui n'est pas là. Mais juste, si vous relisez mon article sur pourquoi tant de haine pour le peuple, Oui, il y a une citation de Cyril Dion qui dit l'ennui dans les députés, enfin les élus, c'est qu'ils ont un défaut, ils veulent contenter la majorité. Oui, ça vaut mieux que de contenter la minorité, qu'est-ce que vous voulez. Bon, bon. Mais oui, non, mais c'est bien mignon de dire ça, mais ça veut dire quoi? C'est qu'ils doivent contenter Cyril Dion? Bon. Donc, il y a cette espèce d'idée qu'il y a des gens qui sont porteurs de la vérité, qui doivent prendre la place des représentants. Alors, en revanche, il y a une autre question sur les représentants. J'ai appelé ça, excusez-moi, c'est un peu prétentieux, le théorème Bellon. Le théorème Bellon, on devrait l'enseigner dans les facs. Voici le théorème. Dans toute élection, il y a un élu. C'est tout. Et s'il n'y en avait pas? Et si on disait qu'au fond, il n'a pas la représentativité suffisante? Est-ce que, par exemple, on pourrait dire, compte tenu du nombre de citoyens qui ne se reconnaissent plus dans le panel qu'on leur propose, qu'il faut que l'élu ait un score par rapport aux inscrits, pas par rapport aux votants, par rapport aux inscrits significatifs. Ça, c'est une question intéressante pour le coup. ah oui, la question du quorum se pose tout le temps, effectivement. D'ailleurs, soit dit en passant, ça existe au premier tour des législatives. Hein, puisque, par exemple, Marine Le Pen, qui faisait 60%, n'a pas été élue au premier tour. Parce que par rapport aux inscrits, elle n'avait pas. Mais au deuxième tour, ça n'existe plus. Donc, est-ce que cette idée-là ne mériterait pas d'être analysée? Et est-ce que ça ne changerait pas un peu le panel des partis, si on avait ce genre de problème? Est-ce que ça ne changerait pas le rapport aux citoyens? Là, il suffit, donc, d'après le théorème Bellon, excusez-moi, mais là, je m'amuse, c'est pas la question d'être élu, c'est que l'autre ne soit pas, c'est tout. Mais est-ce que ça suffit pour dire que Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. J'entends bien ce que vous êtes en train de dire maintenant, mais tout à l'heure, vous avez dit, et remis en cause les partis, puisqu'on est tous d'accord, la problématique des partis, c'est qu'elles doivent avoir des adhérents, des élus, et une fois que les élus ont été élus par les militants, ces élus doivent être et rendre service à leur parti. Bon, euh, on fera référence au petit livret de Simone Veil sur l'abolition des partis, que tout le monde connaît, en tout cas chez les initiés démocrates. Mais la vraie question que je me pose, André, c'est comment voulez-vous, dans ces cas-là, à lire et continuer à être dans une république où les parlementaires, nos députés, sont tous issus de partis, pour la grande majorité, puisque ce sont des machines à élection et des machines à gagner. Comment vous arrivez à gérer ce paradoxe, à savoir être presque, si j'ai bien compris votre discours, contre les partis, mais vouloir continuer à avoir une forme de représentativité parlementaire telle qu'elle existe aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? D'abord, je n'ai pas dit je suis contre les partis, j'ai dit je suis contre les partis tels qu'ils sont. Ce qui n'est pas tout à fait la même remarque. Bon. Je ne dis pas encore une fois que la Troisième République était un idéal, je ne l'ai pas connu, donc. Mais j'ai pas mal lu dessus. Il y avait au moins, par exemple, me semble-t-il, chez le Parti radical, qui a eu un rôle quand même assez éminent dans cette période, il n'y avait pas discipline de vote. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des députés qui ne votaient pas pareil. Pourquoi y a-t-il obligation de voter pareil? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de liberté sur le député? Alors ça, c'est une première question. C'est-à-dire comment concilier un parti? Oui, il y aura toujours des groupements qu'on appellera, je ne sais pas trop comment, hein. On peut les appeler des schtroumpfs, comme on peut l'appeler un parti, mais
il y aura des regroupements. Alors peut-être qu'on peut penser d'ailleurs que ces regroupements évoluent en fonction des enjeux, des lois, que sais-je, oui, bien sûr. Mais il y en aura. Est-ce que c'est pour autant cette espèce d'organisation très verticale qui impose sa discipline et en plus une discipline qui est de moins en moins acceptée par le peuple? Il y a une contradiction majeure. Donc ça pose bien la question des partis tels qu'ils sont. Bon, rajouter à ça le problème du financement, qui n'arrange rien, puisque par définition, ce financement est réservé à ceux qui ont des élus. Donc, comme il y a une espèce de côté conservateur dans le système, ben on ne remet jamais en cause. Donc, moi, à mon avis, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et que dire, on va prendre des gens tirés au sort, c'est une manière commode de botter en touche pour ne pas poser le problème. Ce système est à bout de souffle. Est à bout de souffle. On le voit bien, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a un président un peu baroque et parce qu'il y a eu une dissolution stupide. Non, c'est aussi parce que fondamentalement, le système est en cause. Donc l'idée de la constituante, bon, moi si vous en trouvez une meilleure, je ne suis pas contre, hein, mais l'idée de l'élection d'une constituante, c'est une manière de dire aux citoyens et à tous les citoyens, ce système y bat de l'aile, vous devez être participant pour le remettre en cause. Bon. Alors, je ne vais pas faire des analogies historiques, c'est toujours très, très dangereux. Et bon, si je reprends, parce qu'on le cite souvent, là, 1789, il y a quoi? Bon, il y a un système qui apparemment n'est pas remis en cause. Pratiquement tout le monde était royaliste à ce moment-là, ou presque. À l'Assemblée, il y avait que Camille Desmoulins qui ne l'était pas et il n'est pas élu la première fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un débat dans les communes ou dans les paroisses, enfin à l'époque. Et ce débat est fondé sur des cahiers de doléances et ce débat débouche sur des propositions. Et il y a des gens qui ont le mandat de ces propositions. Et vous connaissez la suite, ça aboutit à une constituante. Pourquoi? Parce que le système ne marchait plus. Et donc, on a eu un autre. Je ne dis pas qu'il était parfait, celui-là. Je dis simplement qu'il n'était pas bon, il y en a un autre. Et ça, c'est avant les grands événements de violence. Hein. C'est dans l'année 89, en gros. Hein. La constituante, elle se termine avec l'élection législative en 91. 92, pardon. Donc, voilà. Mais il faut partir de l'idée qu'on ne peut pas continuer avec ce système-là. Parce qu'il n'est plus gérable, parce qu'on ne sait pas qui le domine, on ne sait pas ce que signifie être représentant, et parce qu'en plus, ce qui semble ne troubler strictement personne, les assemblées qui sont censées faire quoi? Faire la loi. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi est l'expression de la volonté générale. Donc, il faut bien qu'il y ait l'expression de la volonté générale. Où est-elle? Où est-elle alors que la loi est faite par Luxembourg et par Bruxelles? Où est-elle alors qu'il y a une assemblée qui apparemment n'est pas reconnue comme représentante, etc. C'est ça les vraies questions. Et ces questions-là, on ne peut les traiter qu'en remettant au devant de la scène les citoyens, tous. Alors après, s'il y en a qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein, bon. Mais il faut leur proposer. Aujourd'hui, on ne leur propose rien de la sorte. On leur dit éventuellement, on serait tiré au sort pour un machin avec des experts qui vous encadrent. Bon, d'accord. Enfin, c'est un peu pathétique. Alors, allons jusqu'au bout de votre réflexion. Donc, on a bien compris le principe de la constituante, mais elle mène où? Que faites-vous donc du coup des députés, du Parlement, du Congrès, Sénat, Parlement? Que faites-vous des partis? Alors, puisque vous dites qu'il ne faut pas les supprimer, mais qu'il faudrait qu'ils fonctionnent autrement, est-ce que c'est pas un vœu pieux de dire, on constate que
les partis, ça ne fonctionne pas. Il faudrait les réformer ou de l'intérieur ou trouver, je ne sais pas, vous avez peut-être des propositions à ce titre. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, pourquoi voulez-vous qu'un serpent venimeux ne morde pas? Par définition, le parti existe et doit aller vers son objectif. Est-ce que le constat que nous faisons des partis aujourd'hui n'est pas simplement le fait le parti en lui-même est arrivé à maturité, exactement ce pourquoi il est fait initialement. Et pourquoi vouloir réformer un petit peu aujourd'hui, comme on aurait toujours tendance à vouloir changer le genre, sans mauvais jeu de mots, d'une espèce ou d'une autre, parce qu'on ignore fondamentalement la nature. La nature du parti n'est-il pas, au contraire, d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas, comme vous le dites? Alors, où allons-nous avec une constituante telle que vous le préconisez en termes de structure et de gouvernance en règle générale? Vous pourrez préciser ça? Soit dit en passant, il est parfois utile, oui, de rappeler ce que signifient les mots. Une constituante, soit dit en passant, dans l'histoire de France, il y en a eu 6. Bon, bah, serait la 7e, voilà. C'est pas le drame du siècle. Et ça a donné des résultats qui n'étaient pas toujours excellents, et ça a donné des résultats qui n'étaient pas mauvais. Il faudrait les reprendre une par une. Bon. En toute hypothèse, d'abord, dire qu'il faut l'élection d'une constituante, c'est avant tout reconnaître que le système est à bout de souffle. Si on ne le reconnaît pas, avec tous les problèmes que j'ai évoqués, où est fabriqué le droit? Qui le fabrique? Qui le contrôle? En quoi ça concerne les citoyens? Comment sont-ils en rapport avec le pouvoir, etc., etc., etc. Bien. C'est tout ça que doit poser une constituante. Bon. Et quand vous dites les partis, ils sont, ils restent. Non, non. Tels qu'ils sont aujourd'hui, non. Il y a dans l'histoire des systèmes où les partis ont changé, sont modifiés. Si je reprends l'exemple de la Révolution dans sa première phase, hein, c'est-à-dire 89, 92. Bon. Il y a, au départ, il n'y a pas des partis, il y a des membres des États généraux. Bon. Ensuite, ben, ça c'est la nature humaine. Ils se regroupent parce qu'ils ont des affinités, parce qu'ils ont des objectifs communs, parce que. Mais ça évolue. Par exemple, on nous sert tout le temps l'histoire du conflit jacobin-girondin. Mais non. Ce qu'on appelle les Girondins, c'est d'ailleurs plutôt Lamartine qui a mis ça à la mode dans son bouquin sur l'histoire des Girondins, mais au départ, ce qu'on appelle ensuite les Girondins étaient jacobins. Et la divergence entre Jacobins et Girondins est venue du fait qu'ils n'étaient pas d'accord sur la guerre. Les Girondins voulaient faire la guerre et Robespierre, pour faire bref, était contre la guerre. Voilà. Donc, c'est en fonction des événements que les regroupements peuvent évoluer. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr, et là, ce n'est pas les partis en tant que tels qui sont en cause, c'est le système. Je ne suis pas sûr que le système va articuler le financement, hein, n'oblige pas à pérenniser les partis tels qu'ils sont. Il y a des divergences dans les partis en question, ne serait-ce que les militants qui les quittent, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'ils deviennent? Souvent, rien. Bon. Donc, il y a un besoin de savoir si les divergences exprimées par les partis tels qu'ils sont aujourd'hui correspondent aux divergences qu'il y a profondément dans la société française. Je n'en suis pas sûr. Je pense même exactement l'inverse, mais ça mériterait débat. Donc, on ne peut pas partir de l'idée, parce qu'il y aura toujours des partis, oui, il y aura toujours des clubs de foot. Bon, c'est pas pour autant que. On peut les interdire, les partis, hein, vous savez. On n'est pas Oui, à ça près. Hein. Quand on réinvente le monde, on peut tout se permettre. Hein. bien sûr, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il faut trouver les moyens que soient redéfinies les raisons pour lesquelles se créent les partis.
À l'heure actuelle, c'est uniquement parce que ça existe, on les pérennise. Voilà. Voilà. Est-ce que ça correspond au clivage de la société? À l'extrême, on ne se pose même plus la question. Ça mérite inventaire. Ça ne veut pas dire qu'on fout tout en l'air, c'est pas vrai. C'est la meilleure. Nous disons. Alors ça peut être intéressant comme question. Hein, moi, je déteste la violence, par exemple. Bon. Et je pense que la constituante est la méthode pacifique pour résoudre la grave crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est au contraire pour éviter la violence. Mais le système tel qu'il est ne peut mener qu'à ça. Puisque personne ne s'y reconnaît, personne ne sait où on est, personne ne sait où on va. Bon, il est évident qu'on ne va pas s'en sortir. Enfin, du moins comme ça. Alors après, les autres solutions, je vous les laisse deviner. Mais je pense qu'on est dans un système où la démocratie est plus qu'en crise. La parole du citoyen, bon, qu'on le tire au sort ou pas, ce n'est pas la question, n'a aucune importance parce que le droit est fait ailleurs. Et qu'il y a une aspiration à retrouver le rôle du citoyen. Et en particulier, conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. La loi est l'expression de la volonté générale. Pour ça, apparemment, ça ne trouble pas les esprits dits éclairés. Voilà. Bon, si on ne veut pas se poser ces questions-là, la suite, on la connaît. Hein. On va vers. Alors ça fait 2 fois. Oui, pardon, terminé, excusez-moi André. Non, moi, je pense toujours à ce brave Raffarin qui serait une longueur d'intervention, heureusement il en fait un peu moins maintenant. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Et d'accord, ok. Et c'est qui? La rue, elle commence à se manifester parce que justement, on ne sait pas qui et que ça ne correspond pas à ce qu'on attend. Bon. Donc, c'est tout ça qui est l'engrenage dans lequel on est aujourd'hui. Les gilets jaunes, par exemple, bon, on peut discuter d'un tas de trucs qu'ils représentaient, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais ils ont représenté une aspiration réelle à un moment réel. Bon, moi, les premiers que j'ai vus, ensuite ça a un peu changé, j'ai dit, je reconnais mes électeurs du côté de Castellane. Tiens, ça c'est là où il y a mon roman, c'est-à-dire des gens qui sont dans des zones en désertification, avec des baraques invendables, avec des services publics qui ont disparu. Pour aller simplement acheter de quoi manger, il faut aller à 20 km et on les emmerde sur la manière de faire les 20 km. Voilà. C'est ça la réalité d'une partie du pays aussi aujourd'hui. Or, au lieu de dire qu'il y avait peut-être moyen de dialoguer avec ce mouvement des Gilets jaunes, on a utilisé quoi? La répression. C'est pas comme ça qu'on en sortira. Bon. On sortira en trouvant la manière de l'expression normale, démocratique, légitime et suivie des citoyens. On est bien d'accord. Alors, j'aurais une question à vous poser, parce que le temps passe très vite. Il nous reste 5 minutes, cher André. Je pense qu'on aura le droit à notre 3e émission. Continuons à réfléchir. Non, mais encore une fois, c'est assez intéressant parce que vous avez un discours dissonant. Et donc, je trouve que pour les débats et l'évolution de la réflexion que nous essayons tous d'avoir, c'est toujours très intéressant d'entendre des avis aussi divergents. Ça fait 2 fois dans la discussion que vous nous mettez en avant la perte de souveraineté, en tout cas décisionnelle, législative. J'aimerais entendre votre position par rapport à notre appartenance à l'Union européenne, puisque vous l'avez sous-entendu à 2 reprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour les 5 minutes qui nous restent, et on mettra le rendez-vous pour la 3e édition sur les autres idées que l'on voulait développer ou essayer de réfléchir ensemble. Parlez-nous un peu de votre position par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne, hein, pas l'Europe, hein, j'entends bien. Oui, d'accord, mais déjà l'Union européenne, ça veut dire nous partons après Maastricht. Hein. Avant, c'était les communautés européennes. Hein. Bon.
Donc, il peut y avoir une forme de lien entre pays européens qui n'est pas obligatoirement fondé sur les traités tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de traités. Et en particulier, il y a eu un traité, le traité constitutionnel européen, qui est devenu le traité de Lisbonne, parce qu'en gros, c'est son jumeau, qui, justement, a défini officiellement la supériorité des droits européens sur le droit national. Bon. On peut parfaitement dire qu'on n'a pas envie de s'isoler, parce que c'est toujours l'argument. Dès qu'on remet en cause, vous voulez être seul, vous êtes l'Albanie, enfin, je ne sais plus quelle fadaise quelconque. Bon, c'est pas la question. On veut qu'il y ait une démocratie sur le territoire national, du moins tant que les formes démocratiques n'ont pas décidé qu'on voulait passer à autre chose. Bon, cette forme démocratique, aujourd'hui, est remise en cause, comme je l'ai expliqué. Donc, ce qui pose problème, ce n'est pas d'être contre l'Union européenne, d'en sortir ou autre, c'est de poser la question de qui fait le droit. Et ça, on a le droit de le poser. D'autre part, les traités, en théorie, là, je pourrais vous passer un texte tout à fait remarquable d'une conférence qui a été faite au Collège de France par Dieter Grimm et Alain Supiot. Dieter Grimm était un ancien de la Cour de Karlsruhe en Allemagne, la Cour constitutionnelle, et qui dit, le problème c'est que les traités, en termes de droit, c'est des traités entre États. Donc il y a un État qui, avec un autre État, signe un traité. Il peut en sortir ou pas en sortir, mais enfin il y a un traité entre eux. Donc entre des acteurs qui s'appellent des États. Ce qui est en train de changer depuis quelque temps, c'est que la Cour de Luxembourg, la Cour de justice, a constitutionnalisé les traités. Donc ce n'est plus pareil. Ça s'impose en tant que constitution. Donc quand je dis qu'il faut une constituante, il y a des gens qui en font une. Simplement, elle est faite à Luxembourg. Voilà. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux qu'elle soit faite ici. Alors excusez-moi André, mais vous êtes en train de me faire une réponse de Normand, pourtant vous êtes Marseillais si je ne m'abuse. Vous m'avez pas du tout répondu. Vous avez fait une forme de circonvolution en nous disant qu'il faut quand même se poser des questions pour savoir qui fait quoi. Mais qui fait quoi, on sait très bien qui fait quoi. Alors, l'Union européenne, à votre avis, pour pouvoir être souverain et faire une constituante telle que vous l'appelez de votre vœu, il faut en sortir ou il faut y rester? Ou il faut la réformer? Vous êtes de quel parti dans ce cas de figure-là? Parti entre guillemets, hein, bien entendu. Il faut reprendre le contrôle de notre droit. Soit dit en passant, il me semble, vous le vérifierez, qu'il y a un pays qui vient de le faire, c'est la Slovaquie. Il me semble qu'il y a eu un référendum sur cette question-là. Et cette question-là est fondamentale. Est-ce que nous sommes maîtres de notre droit? Et c'est ça la souveraineté, non? Bon. Oui, mais pas que le droit. Regardez, si je peux me permettre de vous interrompre, André. Aujourd'hui, les traités, comme le dernier en date qui fait référence, et l'unanimité, en tout cas visiblement contre lui, le traité du Mercosur, on n'est pas dans du droit. On est dans un échange et un traité commercial au sein de l'Union européenne qui met en concurrence complètement déloyale en ne tenant pas compte éventuellement de l'esprit des accords de la Havane qui n'ont jamais été aboutis, on est bien d'accord. Mais là, on n'est pas vraiment dans le droit. Et pourtant, ça nous est imposé. Non, vous avez tort. Excusez-moi. Ah, mais je veux bien, non? Non. Dites-moi que j'ai tort et prouvez-le-moi, il n'y a pas de problème, au contraire. Pourquoi est-ce qu'il passe? Parce qu'en termes de droit européen, ce traité peut être accepté à la majorité qualifiée. Et à la majorité qualifiée, nous sommes minoritaires. C'est comme ça. On est bien d'accord. Bon, donc in fine, comment fait-on, André, alors? Ça pourrait être à l'unanimité, c'était le cas avant, non? Bon, vous voyez bien qu'on retombe toujours sur la question du droit.
toujours. Oui, bien sûr. Alors, on tombe sur la question du droit, mais si le droit européen nous est imposé comme le libre-échange des capitaux, des personnes, la fin des frontières, non pas pour s'isoler, mais pour se protéger, on a suffisamment, pour ceux qui sont d'une autre génération, parce qu'on a une génération de votants qui sont nés avec l'Union européenne et qui n'ont pas connu le franc, bien évidemment, ou alors tellement jeunes qu'ils ne s'en servaient pas. Donc on est arrivé à une personnification, pardon, de l'électorat qui ne sait pas. De la même manière que l'on peut se poser la question comment, dans le conflit franco-palestino-israélien, excusez-moi du lapsus, peut-on demander à des gens qui n'ont connu que la guerre de pouvoir être enfin capables de parler de la paix et de faire fi de tous leurs ressentiments. De la même manière, aujourd'hui, on a toute une génération qui ne voit de l'Europe que ce qu'ils n'ont vécu et qui comprennent, s'ils font le constat, du désastre social, économique, culturel, j'en passe et des meilleurs, que peut être l'Union européenne, alors que l'Europe pouvait être une belle idée à la base. Et d'ailleurs, avant l'Union européenne, elle fonctionnait. Il y a une identité, on va dire, européenne par la composante de ces nations. Mais l'unification par le droit, comme vous le dites, est quand même quelque chose dont il va falloir sortir ou pas. C'est ça la question. Et je vous demanderai d'être bref parce qu'il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Ouais. Vous dites, les citoyens, nanana, parce qu'ils ont fait Erasmus ou je ne sais pas trop quoi, ils sont devenus favorables. Moi, j'avoue que quand j'entends ce genre de raisonnement, j'ai toujours la même réponse. Pourquoi on ne leur demande pas? Pourquoi on donne la réponse à leur place? J'en sais rien, moi, ce qu'ils pensent. On ne leur demande pas. Donc, sur la question de la supériorité du droit européen sur le droit national, faisons un référendum. Et on aura la réponse. Mais je refuse qu'on me donne la réponse sans avoir posé la question. Si les Français disent oui, on a raison d'eux, bon, on prend acte, on a raison d'eux. Le problème, c'est que le traité qui a créé ça, on l'avait refusé. Il y avait un référendum. Et on a fait la même chose en bafouant le vote des Français. Voilà. C'est ça la démocratie aussi. Donc, posons-leur la question. Plutôt que de dire oui, mais ils ont changé, ils sont ceci, ils sont. J'en sais rien. Demandons-leur. Et sous des formes correctes. Hein. Bon. Mais faisons un référendum. Moi, je dis, je prendrai acte du résultat. Mais je ne donne pas le résultat sans qu'il y ait le référendum. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. André, je vous remercie de nous avoir accordé votre coupure méridienne, comme on dit, pour réfléchir ensemble. On se revoit certainement la semaine prochaine. On a encore 2-3 sujets dont on avait décidé qu'on aborderait en profondeur, en se donnant un peu plus de temps. Merci de jouer le jeu et désolé de vous couper dans votre élan et peut-être dans vos raisonnements. Mais c'est toujours très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine alors. Et j'attends le lien. Voilà. Au revoir. Créons des liens. Au revoir, André.